Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. De nouveau, nous avons une séance du Cercle du renouvellement constitutionnel consacrée à l'analyse de la Constitution existante et en particulier de la Charte de l'environnement de 2004 qui a été intégrée en 2004 donc, à la Constitution. Aujourd'hui, nous allons aborder l'article 4 que va nous présenter Christian, pour une analyse critique, un article particulièrement court mais copieux. À toi la parole, Christian. Merci Luc. Un article court mais lourd. Cet article 4 dit « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause dans l'environnement, virgule, dans les conditions définies par la loi. » Donc je répète bien, toute personne doit contribuer à la réparation des dommages. Doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause dans l'environnement. Alors, avant de voir qu'est-ce que c'est que contribuer à la réparation de dommages, on remarquera toujours cette phrase problématique dans une constitution, cette partie de phrase, généralement située après une virgule, qui est dans les conditions définies par la loi. Et ce qui oblige le citoyen avisé, et le citoyen qui s'intéresse à la Constitution, d'aller vérifier si les conditions que seront édictées la loi. Alors, attention, la loi et le règlement, hein, là c'est un terme générique, on verra si on doit le concevoir comme un terme générique ou si on doit le limiter à l'acception précisément constitutionnelle de la loi, c'est-à-dire que la loi, ça n'est pas le règlement. On verra ce débat tout à l'heure. Donc, le citoyen avisé doit vérifier si les conditions édictées par la loi d'en dessous, c'est-à-dire en dessous de la Constitution, ne contredisent pas le principe énoncé par l'article 4, parce que l'article 4 énonce un principe. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement. C'est très exactement l'expression d'un principe. Donc, vérifier si la loi qui est en dessous, c'est-à-dire grosso modo tout ce qu'il y a dans le Code de l'environnement, c'est compatible avec cet article 4. Si ça ne le contredit pas, ou, disons plus subtil, si les lois qui sont les dispositions qu'on va trouver dans le Code de l'environnement n'autorisent pas une dérogation à ce principe. Voilà, donc, poser les chantiers critiques de l'observateur avisé. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Code de l'environnement? Alors, avant de voir ce que dit le Code de l'environnement, pour qu'un principe constitutionnel puisse clairement s'opposer à une loi ou un règlement qui sera ensuite édicté, il faut bien entendu, et ça c'est une précaution qu'on a toujours soulignée ici au CRC, c'est qu'il faut que le principe énoncé soit clair. Parce que si le principe énoncé n'est pas clair, ben, la loi pourra toujours dire, ben, moi, ce que je dis, je suis pas en désaccord avec la Constitution. Voilà, donc on voit déjà l'ampleur du chantier qui nous attend. Alors, que dit le Code de l'environnement? Alors, on va trouver essentiellement dans le titre premier, les principes généraux, les articles L110.1 à L110.7, et on verra aussi ce qu'il y a dans un deuxième bloc, dans un deuxième train législatif, que je n'ai pas sous les yeux, que je vous donnerai plus tard. Alors, donc, le Code de l'environnement, dans l'article 110.1, comprend essentiellement trois grandes prescriptions.
premièrement, les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants, la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. Bon, alors, pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est que la loi issue de la charte de l'environnement répète bien que tous ces écosystèmes, c'est le patrimoine commun de la nation. On avait vu de l'être humain, mais non, c'est de la nation. Voilà. Donc, l'option anthropocentrée est vérifiée, confirmée. Ce n'est pas le patrimoine des animaux, c'est le patrimoine des hommes et c'est le patrimoine de la nation. Alors, les processus biologiques, les sols, la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. On entend par des biodiversités, donc là, on nous explique ce que c'est que la biodiversité. La variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre les espèces, la diversité des écosystèmes, ainsi que les interactions entre les organismes vivants. Alors, c'est ni plus ni moins ça que la définition de l'écologie. La définition de l'écologie, c'est l'étude des lieux et conditions d'existence des êtres vivants et l'étude des relations qu'ils établissent avec leur environnement. Alors, le deuxième chapitre de cet article très important, article L110.1 du Code de l'environnement, dit que leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion des écosystèmes, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent, toujours les écosystèmes, sont décrétés d'intérêt général. Et concourent, alors ça, ça sort de la loi et pas de la Constitution, ça concourt à l'objectif du développement durable. Voilà. Bon. Qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité de générations futures. On connaît la rhétorique. Alors, ça se décline principalement dans deux principes. Le principe de précaution. Alors là, on anticipe sur l'article 5 qui va suivre. Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitude compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles. C'est dit de façon très alambiquée pour dire qu'il faut faire attention lorsqu'on fait quelque chose. Mais là, on a une introduction tout à fait nouvelle parce qu'on ajoute à un coût économiquement acceptable. Bon. Et cette affaire de coût économiquement acceptable ne figure absolument pas dans la Constitution. Donc c'est la loi qui va introduire cette histoire de coût économiquement acceptable. Deuxièmement, le principe d'action préventive et de correction. Alors bon, je lis ce qui est écrit dans la loi. Par priorité à la source, des atteintes à l'environnement en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Donc ça revient ici. Ce principe implique alors d'éviter les atteintes. Cette fois, on n'est plus dans on doit réparer ce qu'on a dégradé. On doit éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qui fournit. À défaut, c'est-à-dire si on ne peut pas éviter les atteintes, il faut qu'on en réduise la portée. Enfin, et en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites. Vous voyez dans quel recoin on s'enfonce, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. Alors, bon, il faut relire cette phrase, parce qu'elle est quand même... D'abord, elle est en figurique, on ne comprend pas ce qu'elle veut dire, mais elle définit un mode de rédaction qu'on va retrouver en permanence dans toute la législation environnementale. Donc, ce principe implique, je saute ce qu'il y avait entre, ce principe implique de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites
en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. Enfin, de mon point de vue, ça ne veut strictement rien dire, à moins qu'on m'explique ce que ça veut dire. Ou qu'on me dise que c'est tout simplement une définition de l'arbitraire. C'est-à-dire qu'on va dire que oui ou non, les espèces qui ont, c'est-à-dire probablement un comité d'experts, là on est très loin de la loi, on est dans la technocratie, va décider que les espèces, les habitats naturels, que les fonctions écologiques sont affectées ou plus ou moins affectées. Et donc, on va voir s'il y a lieu de compenser ou pas. Alors, troisièmement, ça c'était les deux premiers principes les plus importants, le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution, de lutte contre ces types doivent être supportés par le pollueur. Le fameux principe pollueur-payeur qui est donc issu de la Charte de l'environnement, de cet article 4, mais qui ne va pas de soi. C'est tout ce que, disons, mon raisonnement, c'est d'essayer de montrer, je pense que je le démontre même, que c'est la loi qui crée le principe à la place de la Constitution. Et que ce n'est pas une loi, que c'est un règlement. On va y venir. Quatrièmement, le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques. Bon, ça c'est la big data, non, plutôt c'est l'open data. Ça, c'est très bien. Cinquièmement, le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décision publique ayant une incidence sur l'environnement, dans les conditions lui permettant de formuler ses observations qui sont prises en considération par l'autorité compétente. Ça, c'est la petite pincée de citoyenneté. Sixièmement, le principe de solidarité écologique qui appelle à prendre en compte dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels aménagés. Ça, c'est une redite de la phrase amphigourique de tout à l'heure. Septièmement, le principe de l'utilisation durable selon laquelle la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité. Huitièmement, les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée. Et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant d'une part la préservation des continuités écologiques et d'autre part des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité. Neuvièmement, j'ai terminé, hein, le principe de non-régression selon lequel la protection de l'environnement assurée par les dispositions législatives et réglementaires, voilà, on note bien dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. Alors, rappel, disposition législative, c'est une loi qui est votée par l'Assemblée nationale. Disposition réglementaire, c'est un règlement qui va être édicté par une instance administrative. Ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Alors, voilà, et on termine par le troisième point, qui est l'objectif de développement durable tel qu'indiqué, tel qu'on vient de dire dans le chapitre précédent, est recherché de façon concomitante et cohérente grâce aux 5 engagements suivants. Alors, les 5 engagements suivants, c'est la lutte contre le changement climatique, ça n'apparaît absolument pas dans la Constitution, la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources, ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent. Troisièmement, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations. Quatrièmement, l'épanouissement de tous les êtres humains. Voilà. Cinquièmement, la transition vers l'économie circulaire. Voilà. Alors, ce qu'on constate, c'est que cet article 110.1 du Code de l'environnement qui donne le ton à toute la législation environnementale de la France, pose lui-même des principes qui sont ex nihilo si on les rattache à la Charte de l'environnement qui doit constituer la clé de voûte de toute la législation qu'il y a là-dessous. Alors,
On va revenir à ce que nous dit l'article 4. L'article 4 nous dit « doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement ». Et on constate que tout cela, en fait, tout ce qu'on vient de dire, ignore le droit pénal. C'est-à-dire qu'on nous dit, avec je dirais une solennité constitutionnelle, que tout individu doit contribuer à la réparation des dommages qu'il cause, mais on ne parle pas d'incrimination. Incrimination en termes juridiques, c'est édicter des textes qui vont pénaliser une certaine conduite. Donc, contrairement à ce qu'on croit généralement, lorsqu'on lit rapidement la Charte de l'environnement, cet article 4 ne crée pas d'infraction. Ne crée pas de notion d'infraction. En termes juridiques, c'est ce que j'appelle l'incrimination. Voilà. Alors, donc, ça pose la question de la Charte face au droit pénal. Le droit pénal, qui est garant des droits et devoirs, qui devrait être garant des droits et devoirs proclamés par la Charte constitutionnelle de l'environnement. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'inscription de l'environnement parmi des normes à valeur constitutionnelle, ça manifeste tout au plus une volonté de garantir plus efficacement le respect des règles, assurant la protection de l'environnement. C'est une volonté politique, clairement politique, qui a été affirmée dans les différents discours qui ont annoncé l'adoption de cette charte, qui a été ensuite adossée à la Constitution, mais elle qui se double d'une volonté et d'une portée juridique. La réponse est non. Parce qu'en l'absence de toute disposition pénale dans la Charte de l'environnement elle-même, la question de l'effectivité du texte constitutionnel, elle se pose si on regarde le droit pénal de l'environnement, et qu'on regarde quelles sont les sanctions qui sont inscrites dans ce droit pénal. Alors, les sanctions, mais il n'y en a pas. Et il n'y a pas de sanctions pénales au sens de leur inscription dans le droit pénal. Il y a simplement des sanctions qui sont inscrites dans le code de l'environnement. Et ce sont des sanctions, alors je vais vous épargner, bon, j'ai fait un topo très complet sur l'essentiel des sanctions édictées par le code de l'environnement. On a tout d'abord un premier train de sanctions qui vont des articles L 173.1 à 173.13. Bon, vous aurez le texte complet. Et un deuxième train de sanctions qui va des articles L 411.1 à L 438. Bon. Et comme on a pas le temps de les éplucher par le détail, je me contenterai de remarquer que toutes ces sanctions sont des sanctions qui interdisent et qui prévoient des pénalités, généralement des pénalités d'ordre financier, pas très élevées d'ailleurs, lorsque il y a une dérogation par rapport à une interdiction, par rapport à une obligation administrative. Donc, tous ces articles du Code de l'environnement listent les autorisations qu'il faut demander pour faire telle ou telle chose. Ce sont des autorisations administratives qui ne découlent absolument pas de la loi et qui découlent généralement d'un comité d'experts. Et donc, les sanctions sont prévues si on ne respecte pas. Alors, je vous donne voilà, juste un petit exemple. Premier train, le train 173.1, 173.13. Alors, le premier article, ça donne un exemple, L 173.1, est puni de 75 000 € d'amende le fait sans l'autorisation, sans avoir enregistré, sans avoir reçu l'agrément, sans homologation ou sans certification
mentionnés aux articles, exigé pour un acte, une activité, une opération ou une installation ou un ouvrage de commettre cet acte ou exercer cette activité, conduire ou effectuer cette opération, exploiter cette installation ou cet ouvrage, mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage. C'est un petit peu comme le code de la route, qui vous dit vous avez le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, et lorsqu'on fait une infraction au code de la route, on est condamné parce qu'on n'a pas respecté. Voilà. Bon. Donc, on n'a absolument aucun principe. Disons que toutes ces autorisations, ces agréments pour construire une usine à tel endroit ou pour installer un dispositif technologique à tel endroit, les autorisations, les interdictions ou les limitations ne sont pas basées sur des principes législatifs, ils émanent de normes édictées par des comités d'experts. Donc on est tout à fait en dehors du champ législatif, on est de plein pied dans le champ réglementaire qui échappe totalement, qui échappe d'une part à tout contrôle, puisque il faut rappeler que le Conseil constitutionnel, par exemple, n'est pas fondé à porter des jugements sur le règlement. Or, le règlement, c'est 90% des règles coercitives. Le législatif, ça n'est que 10% des règles coercitives. Donc, toute la réglementation, disons, toutes les règles coercitives, toutes les obligations qui sont des obligations de se soumettre à des normes qui peuvent être changeantes, échappent à tout contrôle. Alors, on sait déjà que le Conseil constitutionnel, c'est un contrôle que nous contestons très fortement, qui a une qualité et qui ne nous paraît pas suffisante, en tout cas, on peut le dire comme ça, mais qui contrôle les décisions relevant du règlement? Absolument personne. Donc, toute la législation coercitive, toutes les contraintes coercitives concernant le règlement émanent de la technocratie uniquement. Donc, pour ce qui concerne cet article 4, la conclusion, c'est que je propose, c'est un veto pour absence de protection pénale. Alors, la protection pénale, c'est le terme juridiquement consacré. Cela veut dire que le code pénal ne protège pas ce que dit l'article 4. Et puis, disons, une accusation d'inconstitutionnalité du chapitre 2 de l'article 110.1 du Code de l'environnement. Alors là, c'est pas, disons, c'est pas une notation de la charte de l'environnement elle-même, mais on a été habitué à regarder ce que donnait la déclinaison dans la loi des principes constitutionnels, et c'est la raison pour laquelle il m'a paru évident et nécessaire de regarder quelle pouvait être la déclinaison de l'article 4 de la Charte de l'environnement dans le Code de l'environnement et dans l'article 110.1 du Code de l'environnement, et on constate que il est notoirement inconstitutionnel puisque, notamment, il introduit la notion de économiquement acceptable. Cela veut dire qu'il ôte pratiquement toute valeur à l'article 4, puisqu'on doit contribuer à la réparation des dommages qu'on cause à l'environnement, mais on peut causer des dommages à l'environnement à un coût acceptable. Voilà. Qui détermine le coût acceptable? C'est indiqué nulle part non plus. Et c'est la raison pour laquelle
je crois qu'il est très très important de faire dans le cadre de l'environnement cette interaction entre ce qui est dit dans la charte de l'environnement et ce qui découle ensuite de la loi ordinaire. Voilà. Merci infiniment, Christian, pour cette analyse qui a été très loin, effectivement, puisque tu es rentré dans les articles du Code de l'environnement, puisque, effectivement, cet article est quand même extrêmement court. Hein. J'ai en rappelé la teneur. Hein. Article 4, toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, virgule, dans les conditions définies par la loi. Jean-Charles, est-ce que tu souhaites réagir en premier à cet exposé de Christian? On ne t'entend pas. Tu as ton micro coupé, Jean-Charles. Oui, j'étais sur le document de la charte de l'environnement et voilà, tu as été très loin effectivement, Christian. Le code de l'environnement, pardon, fait 2265 pages en PDF, là, voilà. Bon, j'étais en train, pendant que tu parlais, tu as ton micro ouvert, Luc. Donc, j'étais en train d'essayer de parcourir et puis de déchiffrer la structure de ce machin. 2265 pages. On a bien compris que le problème, c'était que, encore une fois, ce n'était pas le peuple, les représentants du peuple, ou quelque chose qui aurait rapport avec le peuple, sauf à dire que les experts qui décident de ces règlements sont de nationalité française. Voilà, c'est toute la relation qu'il y a, mais il y a absolument, effectivement, tu pointes un grand défaut, c'est que ce genre d'ouvrage n'a pas d'écho au sein des assemblées, et c'est une excrétion bureaucratique, quoi, et encore une fois, on en est là. Voilà, donc évidemment les 2265 pages, même à en connaître la structure comme ça en quelques minutes, c'est difficile de le commenter, mais j'ai bien compris l'orientation. Ensuite, dans ton exposé, tu as accumulé les constatations, les constats de façon de relativiser la position de l'individu, du citoyen, du soi-disant responsable par rapport à un principe qui était dicté dans cet article 4. Grosso modo, tu ramasseras ce que tu laisses tomber par terre pour que ça… Voilà, c'est un petit peu ça le principe, c'est tu dois réparer les choses que tu laisses derrière toi. Donc, à condition qu'elles soient considérées comme polluantes. Enfin voilà, donc c'est cette façon de relativiser. Tu as parlé de coûts économiques acceptables. Bon, voilà, on se positionne déjà dans un pas de recul. Un autre pas de recul, c'est conditionné aux connaissances scientifiques, mais celui-là, c'est peut-être le plus rationnel. Parce que personne ne peut dire je sais tout, donc oui, effectivement, on peut, dans une loi, mais c'est rare, faire preuve peut-être d'une perspective, enfin d'humilité, on va dire, donc se mettre sous le joug de connaissances scientifiques qui pourraient évoluer, donc c'est rare dans une loi, il faut le constater quand même. Ensuite, il y a des termes comme éviter de ou à défaut, éviter de polluer ou à défaut, bon, tu les as relevés. Voilà, il y a compenser, voilà, et tu as conclu à une orientation assez arbitraire enfin, une espèce d'arbitraire, enfin, une espèce de façon de dire que on va conditionner les sanctions, le principe, l'orientation de ce qu'on dit à des tas de choses qui pourraient nous servir pour plus tard. Donc moi, j'en vois plus une espèce d'hypocrisie dans cette façon de voir, avec le principe de précaution qui s'annonce. Voilà.
Bon, écoute, il y a un truc qui m'interpelle malgré tout. Et en premier, c'est toute personne doit contribuer à la réparation. Il n'y a pas dans le code de la route, toute personne doit contribuer à la fluidité du trafic. Toute personne, enfin, dans les codes, il n'y a pas toute personne doit contribuer à bien faire les choses. Enfin voilà, c'est encore le grand mou de cette charte de l'environnement. On voit que décidément, et je le dis à chaque fois, la maturité des personnes qui l'ont rédigé est vraiment hypothétique. Voilà, une personne doit contribuer à la réparation. Donc oui, si vous n'êtes pas gentil, enfin voilà, c'est dramatique quoi, au niveau de la sagacité intellectuelle qui serait nécessaire pour écrire ce genre de choses. Voilà, bon, je n'ai pas eu le temps d'explorer aussi bien que toi, Christian, les prolongements légaux donc de cette charte. Donc, je vais m'arrêter là sur les commentaires parce que le flot d'informations que tu nous as apporté est assez conséquent. Ensuite, encore une fois, il faut comprendre comment est articulé ce code de l'environnement qui fait 2260 pages, qui n'est pas notre objet en plus. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Christian, tu souhaites répondre, réagir sur ce que vient de dire Jean-Charles. Bon, pour rappeler que je vous ferai passer le texte complet que j'ai rédigé à propos de cet article. Là, j'ai fait un petit résumé. Donc, j'étudie assez en détail, alors, pas les 2000 articles du Code de l'environnement, mais tous ceux qui me paraissent disons, aller dans le sens de notre propos. Alors, je voudrais resserrer mon propos pour essayer de synthétiser sur la chose importante. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement. Alors, premièrement, on ne parle absolument pas de pénalisation. On dit on va réparer. On ne dit pas on va condamner quelqu'un qui a fait des dommages. Ça, c'est le premier point extrêmement important. La charte n'édicte absolument, ne donne aucune piste pour pouvoir faire une protection juridique, disons, de l'environnement. Ça n'est absolument pas un premier pas vers la protection juridique de l'environnement. C'est une ouverture vers la notion de réparation de dommages. La réparation de dommages, faute d'avoir des éclaircissements à l'intérieur même de la Constitution, eh bien, voilà ce que ça donne dans le fameux article 110.1. C'est le principe d'action préventive et de correction. Correction, ça veut dire réparer. Des atteintes à l'environnement. Il faut utiliser les meilleures techniques disponibles pour réparer. Alors, pour réparer, comment vous faites? C'est-à-dire, toute personne doit contribuer à la réparation. Alors, l'industriel va dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors, on lui dit, lisez le code de l'environnement. Le code de l'environnement vous dit, voilà, vous devez réparer les dommages que vous faites en utilisant les meilleures techniques disponibles que vous avez à votre disposition à un coût économiquement acceptable. Si vraiment c'est trop cher de réparer, vous allez être dispensé de réparer. Bon. On vous dit aussi que vous devez éviter les atteintes à la biodiversité quand vous construisez votre usine. Et qu'à défaut, que ça veut dire que si vous ne pouvez pas éviter les atteintes à la biodiversité avec votre usine, on vous demande, s'il vous plaît, d'en réduire la portée. Et puis, si vous ne pouvez ni éviter les atteintes à la biodiversité avec votre usine, si vous ne pouvez pas en réduire la portée, eh bien, on vous demande de réfléchir à comment vous pouvez compenser les atteintes, ces atteintes qui ont pu être ni évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, en regardant les habitats naturels, et voilà. Et tout ça a un coût économiquement acceptable. Bon, c'est réellement se fiche de la tête, disons, du citoyen qui a envie de respecter l'environnement,
et c'est être tout simplement au service et à la botte de l'industrie croissanciste. Voilà. Voilà ce que je voulais préciser. Alors, dernière chose, cette réparation qui est ensuite traduite, on le voit un petit peu plus loin, en pollueur-payeur. Pollueur-payeur, c'est cette fameuse notion qui a été médiatisée, ça. Bon. Alors, là, le pollueur-payeur, contrairement à ce qu'on croit, quand on regarde bien comment ça se passe dans la loi, c'est pas du tout la réparation des dommages. Hein, c'est on paye à la place. Exemple, les bons carbone. Alors, bon, on ne va pas faire un débat sur le réchauffement climatique, mais admettons que le réchauffement climatique existe, admettons que ce soit très mauvais, etc., etc. Eh bien, la loi pour contrer le réchauffement climatique, la loi pollueur-payeur, elle établit les bons carbone, c'est-à-dire celui qui achète des bons à un pays d'Afrique, là où on ne pollue pas, il va pouvoir polluer 3 fois plus. Voilà. Donc, le pollueur-payeur, ça n'est pas un pollueur qui arrête de polluer, c'est un pollueur qui compense sa pollution avec du pognon. Merci beaucoup, Christian. Oui, effectivement, alors je vais aussi réagir. Effectivement, on voit bien qu'en définitive, tout ce corpus, j'ai presque envie de dire l'ensemble du Code de l'environnement, chapeauté par notamment cet article 4, cette charte de 2004, en fait, c'est un moyen de faire un peu open bar, mais à la condition d'avoir les bons avocats et le bon moyen pour pouvoir passer entre les mailles du filet, en définitive. Hein. Mais si vous êtes un petit poisson qui n'avait pas ces moyens-là, bah, vous risquez d'avoir plus de problèmes. Et ça donne aussi matière, je pense, ce code, à imposer tout un tas de législations aux particuliers, en termes d'équipement sanitaire, en termes d'équipement de l'habitat, sur les passoires énergétiques, etc., qui justifie en définitive le fait de pouvoir dire « Ah ben oui, mais attention, parce que maintenant on a relevé notre niveau d'exigence environnementale, donc il va falloir que vous achetiez obligatoirement ». C'est le cas des logements actuellement classés F ou G, je ne sais quoi, où des gens ont ce genre de logement et se retrouvent coincés puisque ces logements ne valent plus rien. Et donc, c'est un moyen de faire une pression sur, en définitive, les personnes qui sont... Parce que si les gens ont ce type de logement, c'est que ce sont les gens qui sont les moins fortunés, fatalement. Donc on est vraiment dans une logique capitaliste, et capitaliste, ça veut bien dire de gros capital, qui est favorisé. Donc là, on est sur une... Et puis, 2565 pages, cette inflation législative, en dehors encore des règlements. Tu le dis bien, parce que c'est très important, parce que là, on s'éloigne de la démocratie de façon totale. Démocratie, pouvoir du peuple. Par une inflation législative, rien que sur ce code, mais des codes, il y en a plein d'autres, hein. Il y en a près de 80. Donc 2500 et quelques pages, sans compter les jurisprudences, etc. etc. Enfin, c'est de la folie pure. Donc, on est dans l'extrême juridisme, doublé par la réglementation de la technocratie, c'est-à-dire du pouvoir de la technique et des experts sur la société. On s'éloigne de manière concrète du principe, justement, démocratique, et en définitive, c'est, je crois, quelque chose qui est tout à fait notable, un code de l'environnement qui n'existe pas depuis si longtemps. Hein, quand même. On n'est pas sur le code civil qui existe depuis des dizaines d'années, voire des siècles. Mais on en est quand même à 2500 et quelques pages. Donc on peut dire que par cette inflation, on n'est plus non plus en démocratie.
Alors, il y a un point que j'aurais souhaité relever et peut-être mettre en débat. Tu as parlé de donner un veto pour absence de protection pénale. Bon, pourquoi pas, hein, moi je sais pas. Mais est-ce que, je me pose malgré tout la question, faut-il prévoir dans une constitution, puisque c'est notre travail ici, d'analyse critique et de projection dans ce que devrait être une constitution, faut-il prévoir dans une constitution un volet pénal pour chacun des articles qui figurent dans cette constitution lorsqu'ils ne sont pas respectés? Je m'interroge. Hein. Jusqu'ici, ça n'existe pas. Enfin, je n'ai jamais vu de volet pénal dans une rédaction de constitution. Alors, outre le fait qu'on met en place un conseil constitutionnel, etc., mais on voit bien qu'il y a des pouvoirs limités. Donc une constitution digne de ce nom devrait prévoir les mécanismes de contrôle, ça paraît quand même pour le moins, les mécanismes de contrôle effectifs, et puis peut-être les sanctions qui en découlent, allant jusqu'au bout. C'est une vraie question, je crois. Et sanctions pénales, surtout lorsqu'on énonce des principes. Et là, nous sommes dans les préambules. Là, c'est le lieu où on peut énoncer des principes dans des lois, mais des principes, je dirais, de second ordre. Normalement, on énonce dans des préambules des principes de premier ordre. Est-ce que c'est bien le lieu, je m'interroge, hein, de prévoir des sanctions pénales dans ce corpus qu'est une constitution. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, il ne s'agit pas de prévoir une échelle de sanctions précise. Bon. Il s'agit de dire, parce que là, c'est une charte. Hein, c'est une charte de défense, une charte qui est là pour interdire de faire un certain nombre de choses. Non. Alors, il y a des exemples. C'est la Constitution espagnole. Alors, effectivement, puisque je rajouterai dans le document d'étude que je voudrais faire venir, je vais rajouter les exemples de constitutions qui ont introduit la protection pénale dans la formulation de leur charte de l'environnement. Et donc, il ne s'agit pas effectivement d'introduire des mesures pénales précises, mais il s'agit de dire, contrairement à ce que dit l'article 4, qu'on ne doit pas contribuer à la réparation, c'est qu'on doit subir les conséquences pénales de l'infraction à des principes précis, que ce soit dit dans la Constitution, c'est tout. Voilà. C'est ça que j'appelle introduire une protection pénale, c'est-à-dire qui va permettre au code pénal, lui, d'édicter des sanctions, hein, puisque sur le code pénal, il est très précis. Hein, il dit, voilà, vous faites ça, ça coûte tant, voilà, les circonstances atténuantes ou pas, il y a intentionnalité. Bon. Mais il s'appuie sur des choses que la Constitution lui permet. Or là, le code pénal, il n'a rien fait parce qu'il n'a pas de... Il ne trouve rien dans la Constitution qui lui dise qu'il y a une incrimination de ce qui est énoncé. Voilà, c'est par rapport à cette affaire pénale. Alors, ça fait l'objet d'une pas mal d'études, de réflexions de juristes, justement, notamment de monsieur, j'ai plus son nom là, qui a écrit, dont je me suis inspiré beaucoup, qui a écrit tout un topo sur l'inefficience de la charte de l'environnement en matière pénale. Disant qu'il n'y avait rien pour un disons, législateur pénaliste, et pas matière à légiférer. Je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as commencé, Luc, en parlant donc de la façon dont les conséquences d'un code de l'environnement fait qu'en fait tout le biais de ces décisions environnementales arrivent et sont en phase avec le contrôle
accrue des populations, à vouloir s'occuper des moindres détails de nos vies quotidiennes. Donc, sauf à considérer que cette charte de l'environnement ne s'adresse qu'aux industriels ou aux gens qui ont une espèce d'emprise un petit peu plus qui dépasse le niveau de l'individu sur l'environnement et dans la société, eh bien, on profite de ce genre de conception pour accroître le contrôle sur les individus. Peut-être pourrions-nous avoir idée de justement limiter ce genre de loi, enfin de convention, de volonté politique de légiférer, de réglementer les choses, à ce que, en particulier sur le Code de l'environnement, son ambition s'arrête au cadre d'entreprise, etc., mais ne descende pas au niveau et n'incrimine pas l'individu parce qu'il aura laissé tomber une canette sur la plage. Mais on en est là. Donc, tu parlais de l'habitat, des passoires thermiques, Christian parlait du réchauffement climatique, etc. On pourrait envisager, mais là c'est une proposition, on sort un petit peu de la critique directe, mais c'est une proposition, c'est d'imaginer, et là j'improvise, d'imaginer ce genre de convention et de la tolérer lorsqu'elle s'adresse donc à une entreprise, une industrie, quelque chose de conséquent, et lui interdire, et ajouter un principe, interdire qu'un tel code puisse s'adresser à l'individu ou à un niveau petite association. Voilà, bon, c'est juste une petite réflexion pour commenter le fait que ce genre de démarche, le Code de l'environnement, est en fait un support pour accroître le contrôle sur les individus, tout azimut, puisque quand on balaye ces 600 pages du code, on voit que ça parle de pêche, d'habitat, d'eau, d'air, de ci, de ça, de la façon dont on prend nos douches. Enfin, voilà, c'est ça c'est le souci que je voulais émettre ici. Voilà. Alors, tout à fait d'accord, Jean-Charles. Je vais même en rajouter une couche. Alors, toute personne, oui, il s'agit bien de tout individu. C'est pas bon, sinon, on dirait toute entité industrielle. Non, c'est toute personne. Bon. Accroître le contrôle sur l'individu. Oui, surtout, faire cracher au bassinet. Parce que ce contrôle, ça débouche sur quoi? Ça débouche parce que ce qu'a dit Luc, les obligations, contrôle thermique, machin, ça crée des obligations financières, hein, ça fait tourner la machine. Voilà. Bon. Donc, ce contrôle de l'individu, c'est avant tout l'individu considéré comme un consommateur, hein, qui doit être ponctionné financièrement le plus possible. Premier point. Deuxième point, donc, toute personne, hein, c'est l'individu aussi. Je vais revenir encore une dernière fois, sur les conditions définies par la loi. Donc, on ne dit rien, on dit vous devez réparer, vous devez payer, hein, on revient toujours. C'est surtout une affaire d'argent, tout ça. Hein. Vous devez payer dans les conditions définies par la loi. Et la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Parce que tout à l'heure, j'ai été peut-être un petit peu rapide. La loi dit vous devez respecter le règlement. Tous ces articles, vous verrez dans le document que je vous ferai parvenir, tous ces articles, L, machin, bon, c'est pas, si c'est L, c'est que ça a été voté. Mais ils ne disent rien, ils disent vous devez respecter le règlement. Hein. Voilà. Bon. Donc la loi dit rien, elle énonce simplement l'obligation pour le citoyen d'obéir au règlement. Alors ça c'est une technique qu'on va retrouver très souvent, ce qui permet d'ailleurs à la loi d'être inexistante finalement. Et nous sommes aujourd'hui dans un système coercitif, qui est des règles coercitives très bien, mais ces règles coercitives sont écrites et produites par une minorité d'individus, même pas élus, bon, par une aristocratie, expertocratie, qui produisent le règlement
Et la loi, elle, ne fait que dire, vous devez respecter le règlement. Et c'est ça l'astuce. Pardon, est-ce qu'on pourrait envisager de stratifier les prérogatives de cette charte, de la loi et même du règlement, si on rentre dans ce jeu qui est assez très condamnable, on est bien d'accord, de limiter la portée, comme je le suggérais, de limiter la portée de ce genre de règlement à toutes les strates, enfin entreprises, industries, etc., mais de mettre un seuil à l'incrimination ou au respect de l'environnement envers l'individu, enfin que l'individu ne soit pas partie de ces règlements. Est-ce qu'on peut, voilà, au niveau constitutionnel, ça peut être enfin légal, ça peut être difficile à l'envisager, mais quelle est ta réponse, Christian? Ouais, oui, on peut. Alors, je pense que c'est même souhaitable. Ouais. L'environnement, il est détruit essentiellement par les entités industrielles et pas par le vulgum pecus. Bon. Et que ça n'apparaisse pas dans la charte de l'environnement, effectivement, c'est une concession. Ça montre bien que cette charte n'est qu'un alibi pour le monde industriel vis-à-vis d'un certain discours politique. Et que cette distinction essentielle qu'on doit faire entre les dégâts que peut faire un individu, voilà, qui jette son papier gras, hein, et puis une usine qui a ses vaisseaux, bon, voilà, bon, ça justifie une juridiction spéciale qui n'est pas la même pour l'industrie et ses vaisseaux que pour le vulgum pecus qui jette son bâton d'esquimau. Alors là, je rebondis, c'est intéressant parce que je rappelle nos débats sur le droit public et le droit privé, et le public et le privé, et on avait on avait donc ouvert la voie à ce que la summa-division entre le droit public et le droit privé soit en fait divisée non pas en deux parties public-privé, mais soit divisée en trois parties, c'est-à-dire le public, le privé au niveau individuel ou petite association, et un droit qui concerne uniquement les entreprises. En fait, on en était venu à parler et de constater que, en fait, c'était quelque chose de nécessaire et peut-être de réenvisager le droit en général sur la base de ces trois piliers qui seraient donc public, entreprise et privé, plutôt que public-privé. Donc là, on est en train de recroiser le débat public-privé et de voir qu'il y a peut-être des choses encore à faire et on a les mêmes constats. Non, attends, ça relance le débat, mais tu tires une conclusion trop rapide. Ouais, je sais une conclusion qui t'appartient. Voilà, c'est ça, d'accord. Disons que ça fait bien rebondir le débat et en tout cas, ça l'illustre. Très bien, bah, je vous propose que nous en restions là pour cet article 4. Merci, messieurs. Au revoir.